Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à notre 19e édition du mois de la création reprise d'entreprise, donc événement annuel que nous organisons, organisé par Initiative Somme France Active Picardie et la Chambre de commerce Amiens Picardie Hauts-de-France, avec le soutien de la Caisse d'épargne, du Crédit Agricole et de l'Ordre des experts comptables, et le soutien des territoires, c'est-à-dire l'ensemble des comités de communes et d'agglomération de la Somme et la mutuelle Aesio. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes sur la deuxième semaine du mois. À ce stade, pour ceux qui ont déjà participé aux ateliers de la semaine dernière, vous avez entendu parler de méthodes, des étapes de la création, de l'étude de marché. Et là, on avance sur l'élaboration de son projet. Aujourd'hui, on va aborder le choix de son mode d'organisation juridique avec Monsieur Noulez, qui va nous présenter les différentes façons de fonctionner pour mettre en œuvre son projet. Alors cet atelier de ce matin, il est fortement lié à celui de demain, qui a lieu demain mardi 15 à 14 heures, puisque demain l'atelier complétera le contenu de celui de ce matin, puisqu'on va aborder demain les incidences sociales et fiscales de ces statuts juridiques que nous allons vous présenter ce matin. Donc, en tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. Je reprendrai la parole tout à l'heure. N'hésitez pas à poser des questions pour répondre à d'éventuelles questions. Et je vous présenterai les ateliers prochains du mois de la création, à la fin du propos de Monsieur Noulez. Donc, Monsieur Noulez, je vous passe la parole et bon atelier à tous. Merci Madame Pilon. Bonjour à tous. Oui, qu'effectivement, nous intervenons aujourd'hui sur la création, dans le mois de la création, sur le choix de l'organisation juridique. Alors, je suis Michael Louet, je suis expert comptable inscrit auprès de l'Ordre des experts comptables des Hauts-de-France, qui est partenaire du mois de la création. Et donc, nous avons construit un certain nombre de supports qui vous sont présentés durant tout le mois de la création, et notamment le support relatif à la présentation d'aujourd'hui pour le choix du statut juridique. Alors, sans plus attendre, on va commencer cette modalité. Alors pour que ça soit le plus ludique possible, en fait, on les a présentés souvent sous forme de tableau pour avoir les comparaisons entre les uns et les autres, ce qui vous donnera plutôt une présentation de toute façon assez fluide. Alors, dans la création de mon entreprise, effectivement, les statuts existants sont assez nombreux et je vais me dire, quel est le choix que je dois faire? Est-il adapté à mon activité? Est-il adapté à mon projet? Quelle va être l'enveloppe globale de l'entreprise? En sachant qu'il n'y a pas de structure miracle. Donc quand on dit pas de structure miracle, on veut dire quoi? On veut dire une chose importante, c'est que c'est pas parce que votre voisin, il a choisi une structure juridique particulière que vous devez choisir la même. Parce que beaucoup de critères vont dépendre de ce choix de statut juridique. Il va y avoir effectivement le critère déjà du cadre dans lequel vous allez exercer votre future activité, bien entendu, là, le type de profession que vous allez exercer, et on peut avoir aussi, bien entendu, les moyens financiers que l'on peut y associer dans le cadre de la création de son entreprise, et également sa structure familiale. Donc c'est très très important de prendre tous ces éléments-là en compte. Alors, vous voyez qu'on a la liste des différents statuts. Donc, on a souvent ce qu'on appelle l'EI, donc l'entreprise individuelle. On va en parler assez longuement parce que c'est la structure qui est assez répandue et qui devrait donc de nouveau prendre ses lettres de noblesse, entre guillemets, au regard de la loi relative à cette entreprise de 2022 qui a fait entraîner beaucoup de modifications depuis le 15 mai 2022. On a donc le URL qui est, le terme du langage courant parce qu'en fait, il s'agit d'une SARL à un seul associé, donc ce que l'on appelle une SARL unipersonnelle, et c'est dans le cadre de ce fait-là, de la création d'une société dans lequel moi, aujourd'hui, créateur d'entreprise, je vais être l'unique associé. La SARL, contrairement à l'EURL, est une structure où on aura au minimum 2 associés. Donc en fait, je serai avec quelqu'un d'autre et elle me sert effectivement dans 2 particularités. Si je crée une activité avec une autre personne ou dans un autre cas, je souhaite associer mon conjoint
à cette activité et donc il pourra également être associé de cette SARL. La SAS est donc une structure un peu plus complexe, donc la société par action simplifiée. Alors cette, structure est souvent choisie comme la SASU, où en fait dans la SASU, ben, je suis donc le seul actionnaire, puisque là on va plus parler d'associé, mais d'actionnaire, contrairement à la SARL. Donc là, je suis actionnaire unique. Donc c'est-à-dire qu'il y a personne non plus qui détient, la société à part moi. Et pourquoi on va être dans des régimes différents? Parce que c'est le régime social qui est différent entre la SARL et la SAS. Mais ça, donc on en parlera de façon beaucoup plus détaillée demain dans le cadre donc, de l'atelier relatif donc au statut social et fiscal de l'entrepreneur. Et puis on a quand même rajouté la SNC, la société en nom collectif. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, cette SNC est souvent donc une modalité sur lequel vous ne pouvez pas déroger pour les activités relatives aux débitants de tabac. Hein, donc c'est important de prendre en compte aussi cet élément puisque seule cette structure est ouverte pour pouvoir, à part le I bien entendu, en entreprise individuelle, mais seule cette structure sociétale donc est ouverte dans le cadre d'une activité avec donc vente de tabac. Alors, on va donc avoir la récapitulation sous forme de tableau, comme je voulais l'indiquer, des différents statuts que vous voyez dans la colonne statut, et on va avoir les différentes activités qui peuvent être exercées en matière donc de artisanat, industrie, commerce, profession juridique et judiciaire, profession de santé ou autre profession libérale. Et vous voyez d'emblée que donc l'entreprise individuelle peut être créée dans l'ensemble des professions que, on vient de citer. Donc c'est quand même relativement important parce que ça veut dire que ce choix donc est libre, peu importe l'activité que je vais exercer. Sur le URL, ben, on verra que donc, cette URL n'est pas exercée sur tout ce qui est profession juridique et judiciaire, et également pour les professionnels de santé, donc sauf la partie pharmacien, biologiste qui sont, des activités qui relèvent plutôt du régime commercial en sens fiscal. Donc, le URL, ben, non, parce qu'il faudra effectivement passer par une société d'exercice libéral pour les professions juridiques et judiciaires et pour les professions de santé, puisque c'est une activité qui n'a pas la nature d'un caractère commercial, hein. Donc, ça veut dire que quand je suis en profession de santé ou profession juridique ou judiciaire, eh ben, je dois passer par une société donc qui n'a pas la nature commerciale. Donc la SARL, ça va être le même schéma, hein, donc la SARL donc identique à l'EURL, donc possible dans toutes les activités sauf juridique, judiciaire et profession de santé puisque comme je vous l'ai dit indiqué, il faudra passer par une société d'exercice libéral et pour les autres professionnels, libéraux, c'est possible sauf pour ce qui concerne l'assurance, la capitalisation et l'épargne, où effectivement il faudra passer plutôt par une SAS ou une SS unipersonnelle où là, vous avez donc la même chose, donc la création possible en artisanat, en industrie, en commerce et en profession libérale. Mais bien entendu, pour les professions juridiques et judiciaires et professions de santé, il faudra passer par une CELAS. Donc, je récapitule pour le URL et la SARL. Donc, si on veut être profession juridique, judiciaire ou profession de santé, il faut passer par une CELARL. Si je veux, exercer une profession juridique ou judiciaire ou une profession de santé en SAS, en CSU, il faut passer par une CELAS. Donc, voilà pourquoi c'est pas autorisé dans cette activité. Et la SNC, donc le même schéma, donc autorisé pour l'artisanat, l'industrie et le commerce, utilisé en profession de santé uniquement pour les pharmaciens et pour toutes les autres professions libérales est utilisé. Mais bon, retenez que la SNC est une, structure sociétale qu'il faut surtout utiliser si vous êtes dans une activité, débitant de tabac, parce qu'on va voir après que la responsabilité est illimitée et que tous les associés donc ont le statut de commerçant. Donc on verra que c'est pas forcément avantageux donc de choisir ce statut en dehors donc de l'activité précitée juste avant. Alors, une fois qu'on a vu ces statuts, donc on voit dans quelle profession, je peux créer, donc mon activité au regard de ce statut, il va falloir quand même se poser un certain nombre d'autres questions. Parce que, effectivement, donc la volonté de s'associer dans un premier lieu, bah, la volonté de s'associer, si effectivement je suis donc, dans l'objectif de m'associer avec une autre personne, et ben, il faudra obligatoirement passer par donc une structure sociétale avec plusieurs associés ou actionnaires. Donc là, on prendra effectivement en compte la SARL ou la SAS, éventuellement la SNC, puisque dans
dans cette idée-là, nous serons 2 et donc il faut bien qu'on ait 2 associés. Il faudra également prendre sa capacité professionnelle. Alors la capacité professionnelle est importante parce qu'aujourd'hui, il y a certaines professions qui exigent effectivement, des diplômes ou une capacité professionnelle pour pouvoir exercer l'activité et donc dans ce cadre-là, ben, le choix de structure donc, peut m'être, imposé au regard de ce point-là. C'est justement ce qu'on évoquait tout à l'heure pour les débitants de tabac et la SNC. La responsabilité et la protection du patrimoine sont aujourd'hui des éléments, qu'il faut intégrer parce que, ben, dans différentes structures, on verra qu'effectivement le patrimoine n'est pas toujours protégé. Alors ça indique qu'on a, effectivement aujourd'hui une modification importante qui est intervenue en 2022 sur l'entreprise individuelle où, le patrimoine personnel se trouve aujourd'hui protégé depuis le 15 mai 2022 donc pour les entreprises individuelles qui se créent à partir de cette date. Hein, donc on fera le point, de façon détaillée un peu plus tard. Là, le fonctionnement de l'entreprise, ben, effectivement, être à prendre en compte puisque si c'est un fonctionnement, qui va donc nécessiter une intervention donc de pluralité de personnes, ben, ch la société va être effectivement la plus adaptée. Alors qu'en fait, si je m'assure de uniquement le fonctionnement de l'entreprise tout seul, en qualité d'entrepreneur et ben, l'EI sera donc le mode, qu'il faudra adopter. Le besoin financier, donc c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Alors pourquoi? Parce que ici on parle d'une autre disposition qu'on verra également dans le mois de la création, puisque c'est effectivement le plan de financement. Donc c'est quelle, aujourd'hui, somme vais-je avoir besoin pour créer mon entreprise? Et donc en face de ces sommes, dont j'ai le besoin, qu'est-ce que je vais mettre en face comme moyen pour pouvoir les obtenir? Donc est-ce que je vais donc aller recourir au financement bancaire, recourir, ben, aux plateformes comme Initiative Somme France Active Picardie pour le prêt d'honneur ou est-ce que je vais également en plus faire des apports personnels? Donc ça, c'est les besoins financiers en fonction donc ben, de leur hauteur et de leur montant et puis des financements et des apports que je vais y mettre en face, ben, sont des éléments qu'il faut prendre en considération, pour pouvoir donc, choisir le statut. Et puis on a le régime fiscal et social, donc on peut les associer, hein, puisque c'est 2 éléments qui sont donc assez similaires. Donc effectivement, si en fait je souhaite plutôt avoir un statut avec, une rémunération sous forme de fiche de paie, ben j'irai plutôt vers la SAS ou SASU. Alors que si en fait je suis plutôt sur un revenu comme un indépendant avec une somme qui, m'est, versée chaque mois, ben j'irai sur le URL ou la SARL bien entendu à condition d'avoir donc un statut dit majoritaire. Mais on regardera, comme je vous le disais tout à l'heure, très en détail, donc dans l'atelier de demain à 14 heures, ces régimes, social et fiscal, donc pour, l'entreprise individuelle qui sera choisie ou la société qui sera choisie, en fonction de l'un et de l'autre. Le développement prévisionnel de l'activité, alors le développement prévisionnel de l'activité, un élément quand même qui est intéressant, mais qui nécessite pas forcément d'être pris en compte immédiatement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous avez aussi les modalités sur le fait qu'on peut très bien aujourd'hui créer son entreprise avec un statut déterminé et le faire évoluer au fur et à mesure donc de l'évolution propre de notre activité. Alors donc pour vous donner un exemple, aujourd'hui, un exemple que j'ai rencontré, dans le cadre de mon activité professionnelle, ben, il y a quelques années, on crée, pour un créateur d'entreprise, donc une activité, de boucherie. Peu de moyens, pour cette personne pour créer son activité, donc on a choisi donc le statut de l'entrepreneur individuel qui nécessite peu de coûts à la création, hein, contrairement à la société. Et dans ce cadre-là, donc aujourd'hui, et ben, on a fait évoluer donc au regard de l'achat d'autres boucheries au fur et à mesure de son activité, son entreprise individuelle vers une société en simplement donc apportant l'entreprise individuelle à la société. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important, mais le développement professionnel de l'activité est aujourd'hui soit une situation que vous voulez régler immédiatement à la création, soit une situation que vous pourrez de toute façon faire évoluer donc ultérieurement. Bien entendu, dans les 2 cas, des coûts seront associés, hein, parce que,
on ne peut pas, donc faire évoluer une activité sans, y ajouter des coûts liés à la transformation. Et le dernier point qui est peut-être un peu plus lointain pour les jeunes créateurs, hein, donc c'est la transmission de l'entreprise. Effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un projet donc de transmettre l'entreprise donc à mes héritiers parce qu'ils vont y exercer aussi leur activité? Ben, effectivement, dans ce cadre-là, donc le statut de la société semble quand même le plus adapté dans le cadre de la transmission de l'entreprise, donc pour pouvoir éventuellement faire un accompagnement donc dans la transmission entre, on va dire, celui, qui transmet et celui qui reçoit. Donc voilà tous ces critères, qui sont à prendre en compte et bien entendu donc il va falloir privilégier donc dans ces choix donc la considération d'un ou plusieurs critères pour vous décider sur les modalités de ce statut. Alors, vous n'avez pas besoin, donc de faire ce travail seul, hein. Vous pouvez être accompagné donc soit par, donc une plateforme d'aide à la création, soit par un avocat, soit par un expert comptable pour effectivement donc vous poser toutes les bonnes questions et donc faire le choix en fonction des critères que vous voulez prendre en considération. Une fois qu'on a vu ces critères, on va voir donc dans les différents statuts, donc quelles sont les modalités en termes donc d'associés et de capital. Alors vous voyez que donc dans l'entreprise individuelle, donc il y a plus donc il y a pas de capital social minimum à intégrer, qu'on est tout seul, hein, puisque là on ne parle pas d'associés mais d'entrepreneurs individuels. Alors que donc dans les sociétés, on voit qu'en fait on commence à 2 associés avec un maxi de 100 par exemple, associés pour la SARL et qu'on peut éventuellement être également seul associé, donc dans le URL et la SSU. En sachant que dans la SAS et dans la SNC, vous avez au minimum 2 associés lorsqu'elles ne sont pas donc unipersonnelles et pas d'associés maximum. Donc aujourd'hui, depuis un grand nombre d'années, il n'y a plus de montant de capital social minimum qui est fixé par le droit, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est librement fixé et c'est en fonction de la taille de l'activité, des besoins en capitaux. En fait, c'est pas le droit qui va, donc entraîner, un capital à intégrer dans la création d'une société, donc EURL, SARL, SAS, SASU ou SNC, mais plutôt en fait votre plan de financement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si pour créer votre activité, vous avez besoin donc d'avoir recours à l'emprunt pour financer vos investissements, eh ben, il faudra effectivement que vous fassiez un apport personnel parce qu'il va vous être difficile donc de devoir donc demander au banquier qui vous finance l'intégralité de vos besoins, hein. Il faudra effectivement vous engager, hein, ce qui est logique. Donc l'engagement, donc de l'entrepreneur, ou du créateur et donc aussi en matière donc financière, la modalité d'apporter une somme d'argent comme étant son apport personnel. En sachant que, cet apport personnel, vous n'avez pas l'obligation de l'intégrer totalement dans le capital social, hein. Donc vous pouvez effectivement, en fonction du montant que vous allez apporter, intégrer une partie dans le capital social et puis l'autre partie éventuellement de le faire en apport, cet apport pouvant ensuite être repris, dans le cadre de la future activité en fonction des possibilités financières de la société que vous allez créer. Alors le capital que vous mettez, on va donc tout de suite, je fais un petit clin d'œil à madame Pilon là-dessus, hein, parce que c'est souvent une question qui lui est posée et elle insiste fortement. C'est pas une somme en fait qui va être indisponible en fait. Elle va donc vous allez verser une somme sur un compte bloqué le temps de la création de la société et ensuite cette somme figurera sur le compte bancaire de la société et pourra être utilisée pour assurer bien sûr l'activité, donc vos besoins, et puis bien entendu le plan de financement. Donc rassurez-vous, donc c'est pas une somme non plus qui va, qui va être arrêtée et qui pourra plus ne être utilisée par la suite. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte effectivement parce que, donc la seule différence, c'est que c'est comptablement inscrit sur une ligne particulière et qui fait que lorsqu'on veut le reprendre, ben, on ne reprend pas cette ligne, donc on reprendra uniquement si on fait un apport en compte courant et non pas le capital. Donc bien
en résumé, fixé. Donc, lorsque je fais un apport personnel par la création d'une société, quel est le montant que je veux être considéré comme étant le capital social et quel est le montant que je veux éventuellement donner en apport et être repris plus tard et qui ne sera pas uniquement le capital de l'entreprise. En fonction donc de la société, on va avoir effectivement qui est le dirigeant et comment il peut, prendre les décisions. Alors donc dans, le I, donc c'est facile puisque le dirigeant, c'est forcément l'entrepreneur individuel, puisqu'on est dans le cas d'une entreprise individuelle, donc c'est lui seul qui prend les décisions. Il n'y a pas, de nécessité d'avoir recours à une personne tierce pour pouvoir prendre une décision et agir. Dans le URL, donc en fait, le gérant, c'est une personne physique. Alors pourquoi on dit que la prise de décision est le gérant? Elle est le gérant quand on est sur une URL où le gérant est l'associé unique. Par contre, effectivement, vous pouvez avoir une URL où le gérant n'est pas l'associé et c'est un tiers. Donc dans ce cadre-là, effectivement, il faudra plutôt passer sur la partie SARL où on a un ou plusieurs gérants personnes physiques et donc là, c'est juste la gestion courante qui permet de prendre des décisions. Parce que si on a des décisions qui sont dites extraordinaires ou même ordinaires, mais pour lesquelles les statuts de la SARL ont prévu cette situation, ça sera donc l'Assemblée générale ordinaire, AGO, ou l'Assemblée générale extraordinaire, AGE, qui devra être réunie en fonction de tous les associés pour pouvoir prendre la décision qui sera donc après appliquée par le gérant. Donc attention à ces modalités-là dans une société. On est dans un cadre juridique particulier avec la rédaction de statuts et les statuts peuvent prévoir effectivement que les pouvoirs du gérant sont limités. Et donc dans ce cadre-là, il faut obligatoirement recourir aux assemblées générales, donc soit ordinaires, soit extraordinaires en fonction de la décision qui va être prise pour pouvoir obtenir l'autorisation de cette prise de décision. Même modalité pour la SAS et la SSU, à la différence près que dans une SAS et une SASU, le président de la société peut également être une personne morale. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dans cette société, le président de la société peut être une autre société. Donc c'est une possibilité et c'est prévu par le code de commerce, contrairement à la SARL où cela ne peut être qu'une personne physique. Et donc là, dans la SAS, SASU, les statuts sont très libres, c'est-à-dire qu'on a une définition très mince dans le code de commerce sur la détermination des modalités d'une SAS. Donc c'est souvent, de ce fait-là, un un choix juridique qui est opéré par le créateur lorsqu'il veut avoir une certaine liberté dans la rédaction de ses statuts pour pouvoir intégrer ou non les prises de décision qui seront opérées. Donc c'est en fait une possibilité de déroger un peu à ce que prévoit le code de commerce en matière de délibération des assemblées générales parce qu'on peut effectivement avoir une détermination plus libre. Dans la SNC, on peut avoir aussi plusieurs gérants qui peuvent également être personnes physiques ou morales. Donc c'est également le gérant qui assure les prises de décision dans le cadre de la gestion courante. Et sinon, on est dans le même cas que la SRL puisque la SNC a un cadre juridique défini par le code de commerce et donc il faut passer obligatoirement par l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée générale extraordinaire pour pouvoir prendre des décisions qui nécessitent de passer par ces dernières au regard des dispositions légales. Hein, donc ça, c'est important de prendre en compte. Donc si on fait un petit récapitulatif de cette diapo au regard de la prise de décision, ben, si vous souhaitez avoir donc euh, la possibilité de décider seul sans avoir recours à personne, ben, vous avez effectivement l'entreprise individuelle qui est le cadre privilégié pour pouvoir le faire. Vous avez le URL également ou la SASU puisque vous allez être le seul associé, donc vous vous réunirez tout seul en assemblée générale pour pouvoir décider des modalités applicables. Si vous êtes plusieurs, la SAS est donc la structure qui est la plus adaptée pour pouvoir déterminer librement dans les statuts quels vont être les pouvoirs du président, éventuellement d'une autre personne que l'on n'a pas évoquée ici, mais qui peut être également le dirigeant de la SAS, le directeur général et le directeur général délégué. Hein, donc c'est des éléments qui sont importants. Donc je dirais qu'aujourd'hui,
par rapport à une situation, on a 3 personnes qui viennent nous voir, qui vont créer tous les 3 donc une entreprise dans lequel il va avoir une fonction de direction. Donc, ils veulent effectivement donc, avoir, une liberté d'action au niveau de la société. Ben, je vais donc préconiser la SAS où j'aurai un président, un directeur général et un directeur général délégué avec des statuts dans lesquels nous indiquerons effectivement la liberté des modalités d'adoption des décisions telles qu'ils souhaitent. C'est pour vous donner un exemple précis. Après qu'on a regardé comment on prend ces décisions, il va falloir regarder effectivement quelle est sa responsabilité. Parce que cet élément est très important, parce que la responsabilité ne va pas être la même en fonction donc du choix du statut juridique opéré. Donc voilà, donc responsabilité du dirigeant dans un premier temps et responsabilité des associés dans un deuxième temps. Alors, il faut savoir que dans n'importe quel type de structure, de toute façon, vous serez responsable civil ou pénal, donc en termes de chef d'entreprise ou de dirigeant, des actes que vous allez accomplir. Donc ça, on n'a pas trop le choix. C'est comme aujourd'hui, heu, dans le cadre de votre, de votre partie privée, en fait, vous êtes toujours responsable civil et pénal des choix que vous avez opérés. Je veux dire aujourd'hui, vous conduisez votre voiture trop vite, vous êtes responsable pénalement, des infractions que vous pourrez commettre, en conduisant ce véhicule trop vite et vous serez responsable civilement si vous tuez quelqu'un, sur la route, hein. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pas une modalité, qui, aujourd'hui n'existe pas dans n'importe quelle situation. Donc, il faut bien prendre en compte ces modalités-là de responsabilité, puisqu'aujourd'hui, vous vous engagez dans la création d'entreprise, donc forcément, vous engagez également votre responsabilité. Dans la responsabilité des associés, donc là, on a plus cette modalité dans le I, puisque dans le I, il n'y a pas d'associé. Donc, dans le I, on est seul responsable sur l'ensemble de ses biens professionnels, et c'est donc ici qu'on intègre cette nouvelle disposition du 15 mai 2022 avec la notion de bien utile. Alors, qu'est-ce que nous dit cette notion de bien utile à l'activité? C'est qu'effectivement, donc, contrairement à avant le 15 mai 2022 pour les nouvelles entreprises individuelles, en fait, je ne suis plus responsable donc des dettes sur mon patrimoine personnel. Donc, mais que sur mon patrimoine professionnel. Le patrimoine professionnel va être constitué de biens utiles qui sont le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, donc les biens meubles, les marchandises, le matériel outillage, le mobilier, le matériel de transport, tous les immeubles éventuellement que j'affecte à mon activité donc d'entreprise individuelle et également tout ce qui est, biens incorporels, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins, les modèles et toutes les sommes d'argent qui vont rester dans l'entreprise individuelle. Donc c'est ce qu'on appelle toutes les fonds de caisse, les sommes numéraires conservées sur le lieu d'activité et les sommes inscrites sur les comptes bancaires qui sont dédiés à l'activité. Hein, donc tous ces éléments-là sont des biens considérés comme utiles à l'activité et vont être donc le gage des créanciers. Ce qui n'est plus le cas donc depuis le 15 mai pour en termes de gage des créanciers, donc les biens de votre activité professionnelle. Alors c'était plus le cas depuis 2015 pour la résidence principale, puisque la résidence principale était protégée d'office, des gages des créanciers professionnels. Par contre, on avait toujours l'épée de Damoclès avant 2022 de pouvoir faire saisir les autres biens immobiliers que la résidence principale. Si en fait, sur chaque bien immobilier autre que la résidence principale, on n'est pas allé voir son notaire pour faire une déclaration d'insaisissabilité du bien, ce bien peut effectivement être pris par, servir de gage pour les créanciers professionnels de l'entreprise individuelle. Donc attention à ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas, «Ah ben non, il ne faut pas créer d'entreprise individuelle parce qu'on est responsable». Non, parce qu'aujourd'hui, on a cette nouvelle disposition du 15 mai, donc qui est quand même nettement favorable et on a toujours donc façon des situations où on peut protéger les autres biens immobiliers que la résidence principale en ayant contacté son notaire et faisant déclaration d'insaisissabilité comme je vous le disais juste avant. Et puis, quand même petit point pour éventuellement ceux qui nous suivraient et qui sont déjà en entreprise, individuelle aujourd'hui. Pourquoi j'évoque cette notion du 15 mai? Parce que le texte nous dit bien que pour le gage des créanciers, en fait, le gage des créanciers est instauré
pour les créances qui sont nées à compter du 15 mai. Donc ça veut dire qu'en fait, si je suis déjà en entreprise individuelle aujourd'hui et que j'ai des dettes qui sont antérieures au 15 mai, et ben en fait, ces dettes antérieures au 15 mai, les créanciers pourront toujours venir demander que, je les paye à titre personnel. Donc je serai responsable sur mon patrimoine, donc professionnel et personnel. Donc ça, c'est un élément quand même qui est important et qu'il faut prendre en compte. Mais retenez quand même une chose fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, pour les nouvelles entreprises individuelles qui se créent à compter du 15 mai, et donc vous allez avoir effectivement donc la notion de bien utile et donc le gage des créanciers ne portera que sur ces biens utiles à l'activité, donc c'est-à-dire votre patrimoine professionnel et non plus votre patrimoine personnel. Sur les sociétés, alors là, on va grouper EURL, SARL, SAS et SSU. Donc là, on a une protection, c'est-à-dire qu'en fait, on est responsable qu'au montant des apports que l'on a effectués. Alors, on a vu tout à l'heure cette notion de capital social, donc pour lequel il faut fixer un montant, donc lors de la création, puisque c'est ce qui va figurer dans les statuts et qui va donc figurer sur ce qu'on appelle votre extrait CABIS, hein, donc c'est l'extrait de la société, donc c'est sa carte d'identité. Donc sur sa carte d'identité figurera son capital social et donc les tiers auront cette information et donc vous serez responsable donc vis-à-vis des créanciers qu'à hauteur du montant du capital en qualité d'associé que vous avez donc apporté donc à la société et que vous avez fixé dans les statuts. Par contre, pour la SNC, la particularité, c'est que, ben, on est responsable indéfiniment et solidairement sur l'ensemble donc de ses biens propres, donc des dettes professionnelles. Et donc là, effectivement, c'est une contrainte très, très importante. C'est pourquoi je vous disais que on l'utilise très, très peu, mais malgré tout, lorsqu'on a une activité de tabac, on a cette exigence de responsabilité solidaire et indéfinie et donc on n'a pas le choix de passer par une SNC. Mais donc aujourd'hui, si on n'a pas donc une obligation, de création d'une SNC, il faut plutôt donc l'oublier. Alors, une fois qu'on a vu cette responsabilité, il est intéressant quand même de s'interroger aussi à un élément qui est particulier. Donc c'est, le point, relatif à donc d'une part, comment vont être imposés mes bénéfices, comment va donc, faire l'objet de traitement comptable et fiscal ma rémunération et on va quand même aborder un peu le régime fiscal du dirigeant. Parce que, ben, on vous laisserait un peu avec, heu, donc, une interrogation si on vous dit uniquement: «Venez voir demain» pour avoir tout le détail. Il faut quand même qu'on vous parle succinctement de quel est le régime fiscal qui va s'appliquer. Donc on vous a également fait cet élément sous la forme d'un petit schéma. Donc voilà, donc le tableau associé. Donc on a regroupé donc l'entreprise individuelle et le URL, la SARL, la SAS et la SASU et la SNC d'autre part. Donc quand on regarde ces modalités, on voit que dans l'entreprise individuelle et le URL, l'IR, donc l'impôt sur le revenu, s'applique automatiquement. Alors attention, nouveauté aussi, donc du nouveau texte relatif au 15 mai 2022 sur la possibilité pour les entreprises individuelles d'opter pour l'IS, ce qui n'était prévu avant que pour les EURL et pour ceux qui en ont entendu parler des EIRL. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les EIRL qui existent restent donc en exercice, mais qu'on a pu la possibilité depuis le 14 février 2022 de créer une EIRL, puisqu'on a la possibilité aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, donc dans l'entreprise individuelle de répondre aux mêmes conditions que l'ex-EIRL, c'est-à-dire avoir une protection de son patrimoine privé et d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc, attention à cette modalité-là parce qu'il y a des délais pour pouvoir opter donc à l'impôt sur les sociétés et si vous voulez renoncer à l'impôt sur les sociétés pour revenir à l'impôt sur le revenu, il y a aussi des délais à respecter et un terme final à regarder. Donc soyez bien engagés sur ce point en consultant effectivement donc un professionnel donc comme l'expert comptable qui est associé à ces éléments et qui pourra donc vous indiquer donc précisément les modalités de ces différents délais. Donc, pour les sociétés, en fait, je vais être à l'IS automatiquement, en sachant que je peux, sous certaines conditions, être à l'impôt sur le revenu. Et notamment, c'est ce qu'on retrouve dans la SARL avec ce qu'on appelle la SARL de famille. Donc, c'est-à-dire que je crée donc une société où tous les associés sont les associés de la même famille. Donc là, dans ce cadre-là, je pourrais éventuellement donc
avoir l'impôt sur le revenu. Et pour la SNC, donc l'impôt sur le revenu s'applique pour chaque associé sur sa part de bénéfice, en sachant qu'il peut y avoir aussi une option à l'impôt sur les sociétés. Parce que là, il faut bien prendre en compte les éléments que sur la SNC, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le statut de commerçant, et donc on a le revenu donc, qui est réparti en fonction des parts de bénéfice et qui sera donc assujetti donc, aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Alors, dans le cadre de la déduction de la rémunération, est-ce que au niveau de mes recettes, donc, je vais pouvoir déduire la rémunération que je me verse? Parce que c'est très important de pouvoir prendre en compte ces éléments-là, puisque vous avez donc effectivement une activité génère des recettes. De ces recettes, vous allez y déduire un certain nombre de charges et il va rester le bénéfice. Donc, est-ce que ce bénéfice est donc le montant sur lequel je paye mes cotisations sociales ou mon impôt sur le revenu ou non? Est-ce que c'est sur la rémunération que je prends qui va donc devenir une charge? Je vais payer mes cotisations sociales et mon impôt sur le revenu. Ben, le système donc tel qu'il s'applique est le cas type de l'entreprise individuelle. Donc, on regarde en détail. Entreprise individuelle, je n'ai pas opté pour l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reprend une entreprise individuelle avec une option à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que j'ai mon entreprise individuelle qui est assujettie à l'impôt sur le revenu. Dans ce cadre, eh ben, mon revenu, c'est quoi? Mon revenu, c'est le bénéfice, donc c'est-à-dire les recettes moins les charges. Et c'est là-dessus que je vais donc payer les cotisations sociales obligatoires associées et l'impôt sur le revenu. Alors que si je fais une option pour l'impôt sur les sociétés, sur cette entreprise individuelle, donc je vais avoir quoi? Je vais avoir donc mes recettes, je vais y déduire mes charges, je vais y déduire la rémunération que je prends et la différence constituera le bénéfice, mais le bénéfice de l'entreprise individuelle qui subira l'impôt sur les sociétés. Et donc je rappelle que l'impôt sur les sociétés est limité à 15 pour les bénéfices qui sont inférieurs à 38 120 € par période de 12 mois. Donc vous voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh ben, si je prends un exemple précis, je fais 100 de recettes, je fais 50 de dépenses. Donc ça veut dire que le bénéfice est de 50. Donc je suis à l'impôt sur les revenus, eh ben, je paye mes cotisations sociales et mon impôt sur le revenu sur la base de 50. Autre situation, j'ai opté pour l'IS. Donc je reprends le même exemple, la rémunération et les recettes pardon, sont de 100, les charges sont toujours de 50 et moi je me suis pris une rémunération de 30. Donc ce qui fait qu'en fait le bénéfice sera donc de 100 moins 50 moins 30, soit 20. Et donc ce montant de 20 sera le bénéfice de l'entreprise individuelle qui supportera l'impôt sur les sociétés au taux de 15. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout la même chose parce que dans la première situation, en fait, vous êtes fiscalement et socialement imposé sur un bénéfice de 50, qui est le bénéfice donc des recettes moins les dépenses, alors que dans l'autre option, où vous avez opté pour l'IS, la rémunération devient une charge déductible et vous payez votre impôt et vos charges sociales sur uniquement le montant de 30, qui est le montant de la rémunération que vous êtes versé fixé. Donc c'est important donc de regarder ces éléments et d'opter pour l'IS parce que en fonction de la situation donc que vous allez donc créer, ben, vous allez effectivement peut-être avoir recours au financement pour pouvoir créer votre activité. Et si vous avez recours au financement, ben, vous devrez automatiquement donc rembourser l'emprunt que vous aurez sollicité auprès de l'établissement bancaire. Et donc cet emprunt qui fera l'objet d'un remboursement constituera une somme que vous ne pourrez pas vous prélever en rémunération puisqu'il faudra rendre effectivement donc chaque mois le montant donc de l'emprunt contracté. Et donc si je ne peux pas prendre en rémunération la totalité de mon bénéfice puisqu'une partie de la trésorerie sert à rembourser la banque, eh bien, il est préférable d'opter à l'impôt sur les sociétés pour pouvoir être assujetti socialement et fiscalisé à l'impôt sur le revenu uniquement sur la rémunération que je peux prendre et non pas sur le bénéfice de l'entreprise dans lequel je retrouve le remboursement donc, qui est fait à la banque pour l'emprunt. Donc, vous voyez, donc ça, c'est des options qui sont effectivement compliquées à comprendre, mais faites-vous accompagner
sur ces modalités-là parce que la situation peut devenir très vite douloureuse socialement et fiscalement. Mais rassurez-vous, vous avez des professionnels adaptés qui peuvent effectivement vous conseiller et donc vous prendre la meilleure option possible au regard de la situation donc de création de votre entreprise et les modalités de cette dernière. Donc ça, c'était un point sur lequel il fallait s'attarder longuement parce que l'entreprise individuelle, vous voyez, on a différentes modalités. En ce qui concerne la société, les sociétés, donc là, on n'a pas de problème particulier puisque la rémunération donc, est une charge déductible. Donc, sauf si effectivement on est sur la SRL de famille pour lequel nous avons fait une option à l'impôt sur le revenu, mais en tout état de cause, la rémunération est donc une charge déductible. Soit elle fait l'objet d'un versement dans le cadre d'un traitement pour les SRL à gérance majoritaire, ou soit elle fait l'objet du versement par le biais d'une fiche de paye dans la SAS et la SSU. Et donc, dans les 2 situations, donc le revenu, perçu, ce sera toujours de façon, fiscalement imposé à l'impôt sur le revenu, hein. Donc, attention à l'impôt sur le revenu puisque les modalités de traitement et salaire donc sont toujours les éléments qui sont retenus en termes fiscal. Et pour la SNC, ben, donc, comme on le disait, s'il n'y a pas d'option d'IS, ben, c'est, comme l'entreprise individuelle, donc c'est, la part revenant à chaque associé qui est imposée à l'impôt sur le revenu et donc on n'a pas de déduction donc des, rémunérations versées, donc dans le cas de la SNC puisque ça constitue effectivement, le bénéfice sur lequel on a donc, l'imposition et les charges sociales associées. Alors là, on a balayé de façon, très détaillée la situation du choix et des modalités d'imposition et on va regarder aussi donc maintenant la notion de patrimoine, d'organe de direction, pardon et surtout un point quand même qu'il ne faut pas négliger, c'est le statut possible pour le conjoint. Alors, donc si on regarde les modalités, donc on a toujours classé donc, nos différents statuts en entreprise individuelle, SARL, EURL, SAS, SASU. Donc on a parlé longuement du patrimoine donc de l'entreprise. Donc on a vu que donc les dispositions depuis le 15 mai 2022 font que dans l'entreprise individuelle, on a un patrimoine professionnel affecté avec cette notion de bien utile à l'activité, hein, qui vont constituer le patrimoine de l'entreprise. Mais pourquoi remettre ces éléments sur cette diapo? C'est pour insister sur un point particulier dans le cadre des sociétés. Parce qu'on a souvent des modalités qui sont amalgamées. Alors, les modalités amalgamées sont les suivantes. C'est que dans les sociétés, ben, souvent l'entrepreneur, il confond le patrimoine de la société et le sien. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Pourquoi? Parce que tout ce qui va dans la société ne vous appartient pas. C'est pas parce que vous êtes le dirigeant de la société que vous pouvez faire ce que vous voulez. Exemple précis, la société a un compte bancaire et ben, vous ne pouvez pas prendre comme bon vous semble l'argent qui est sur le compte bancaire de la société. Si vous prenez cet argent, ben, ça sera une rémunération. Point. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le patrimoine de la société. Vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain de vous attribuer un bien qui appartient à la société. Ça fait l'objet donc de procédures juridiques très particulières. Donc attention à ça aussi pour ceux qui sont un peu moins rigoureux dans la gestion et la notion de patrimoine, ben, il faut peut-être plutôt être attaché à l'entreprise individuelle. En ce qui concerne les organes de direction, ben, on l'a vu, c'est l'entrepreneur individuel dans le cadre de l'entreprise individuelle et donc ça va être le gérant donc, dans le cadre de la SARL ou le URL et le président, plus des autres organes possibles que je vous ai évoqués rapidement, que sont le directeur général et les directeurs généraux délégués, hein, qui peuvent également être associés à la SAS, sans oublier, bien entendu, la possibilité d'avoir donc un dirigeant, personne morale, c'est-à-dire une autre société. Et là où ça devient intéressant, c'est la notion du conjoint. Donc le conjoint, dans le cadre de l'entreprise individuelle, il peut avoir donc 2 statuts différents. Soit être conjoint collaborateur, soit être conjoint salarié. Alors conjoint collaborateur, ça veut dire qu'en fait, il va être donc travailleur indépendant et il va le relever du régime des travailleurs indépendants, mais il aura une couverture maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite. Alors que le conjoint salarié, lui, aura une rémunération par le biais d'un bulletin de paye où il aura aussi ses couvertures sociales associées
Par contre, il pourra éventuellement, lui, être couvert contre le risque chômage, donc sous conditions particulières, contrairement au conjoint collaborateur qui ne sera pas couvert contre ce risque chômage. Alors attention, les textes ont également évolué. Donc depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur est limité à 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, en fait, il faudra automatiquement passer au statut de conjoint salarié. Donc avec des modalités particulières pour les conjoints collaborateurs actuels qui prendraient leur retraite dans un délai fixé, mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce n'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. Dans les sociétés, en fait, le conjoint peut être associé ou salarié, contrairement à l'EI, puisque l'EI n'est pas une société, donc on ne peut pas être conjoint associé, donc soit conjoint associé, soit conjoint salarié. Mais dans la SCRL et URL, comme nous avons les modalités éventuelles du gérant majoritaire, c'est-à-dire gérant majoritaire, on va le voir ensuite, et donc travailleur indépendant, et bien donc on peut avoir aussi le conjoint collaborateur. Donc SCRL et URL, donc conjoint collaborateur, si gérant majoritaire, plus ou conjoint associé ou conjoint salarié. Vous voyez, on a les trois modalités. Alors que dans la SAS, SASU, comme le régime social du dirigeant est un régime associé au régime salarié, donc rémunération par une fiche de paye, on ne peut avoir que le conjoint associé ou conjoint salarié et pas du tout le conjoint collaborateur. Donc ça, c'est un élément important. Donc attention aujourd'hui donc, au choix de la structure en fonction de la participation effective de votre conjoint à votre future activité, hein, qui est un élément qui n'est pas négligeable à prendre en compte. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire bien accompagner en fonction de la situation, puisque je vous dis, rien donc n'est automatique pour l'ensemble des créateurs. Il faut effectivement prendre en compte les modalités au regard de chacun des créateurs. Alors justement, ces régimes sociaux, donc par type de statut, sont importants parce que on va voir que on peut être sur un régime de travailleur non salarié ou de travailleur dit salarié. Alors dans l'entreprise individuelle, donc on est sur le régime travailleur non salarié, alors que vous ayez opté pour l'impôt sur les sociétés ou non, vous serez de toute façon en régime travailleur non salarié. Et donc les associés, on n'en parle pas, il n'y en a pas. Dans les sociétés, et donc on est sur le travailleur non salarié si on est le gérant associé unique de l'EURL. Par contre, on sera à une fiche de paye, donc un assimilé salarié pour un gérant qui serait un tiers et qui ne serait pas l'associé de l'EURL. Et donc tous les associés donc sont sur le régime des travailleurs non salariés. Dans la SARL, on va parler de cette notion de minoritaire, d'égalitaire ou de majoritaire. Pourquoi? Parce que c'est la détention dans le capital de vous et votre conjoint et vos enfants qui va déterminer le caractère donc majoritaire, minoritaire ou égalitaire. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui, avec mes enfants mineurs et mon conjoint, je détiens plus de 50% du capital social de la SARL, donc je prends un exemple, vous avez fixé un capital de 1 500 € et que vous, votre conjoint et vos enfants mineurs, donc avez sur ces 1 500 une part relative de 1 200 €, eh bien, on est bien sur plus de 50% donc du capital social et donc vous aurez sur un statut de gérant majoritaire. Donc statut de majoritaire donc implique automatiquement le travailleur non salarié comme dans l'entreprise individuelle. Par contre, effectivement, si on est dans une autre situation où on a moins ou au plus 50% donc du capital, donc dans mon cas présent, 750 € sur 1 500 ou 600 par exemple sur 1 500 pour être à moins de 50%. Dans ce cadre-là, je suis donc indiqué gérant minoritaire ou égalitaire et donc je suis assimilé salarié et je ferai l'objet de la rémunération par le biais d'une fiche de paie. Pour ce qui concerne les associés, ils sont au régime des salariés et pour être au régime des salariés, il faut automatiquement qu'ils aient un contrat de travail. Dans la SAS et la SASU, alors là, on ne parle plus de notion donc de pourcentage de capital parce que juridiquement, le droit prévoit que dans la SAS comme dans la SASU, le président, le directeur général ou le directeur général délégué sont des assimilés salariés et donc ils font automatiquement l'objet donc d'une rémunération par le biais d'un bulletin de paie. Alors attention, j'insiste fortement quand même sur un point,
être président d'une société et donc avoir une rémunération qui est opérée par le biais d'un bulletin de paie signifie pas automatiquement que j'ai tous les droits associés à un salarié et notamment le risque au chômage. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes président d'une société, eh bien, il faut automatiquement donc faire un dossier auprès de Pôle emploi pour savoir si, au regard de votre situation, vous avez un véritable contrat de travail et vous pouvez donc prétendre donc à une couverture contre le risque au chômage. Donc, je vous dis tout de suite, si vous êtes dans une SASU, c'est même pas la peine de faire le dossier parce que Pôle emploi ne l'étudiera pas puisque en étant le président et l'associé unique de la SASU, vous ne pourrez jamais prouver avoir un véritable contrat de travail puisque personne vous donne la marche à suivre dans la direction de la société puisque vous êtes le seul associé et dirigeant qui décide de toutes les modalités. Dernier point, la SNC. La SNC, on sera toujours sur le régime des travailleurs non salariés, qu'on ait opté ou non pour l'IS. Alors, petit récapitulatif donc de ce tableau. Donc, vous voyez, donc entreprise individuelle, SNC, SARL, EURL, régime indépendant, avec cette particularité double de la SARL où je peux être salarié si je suis dans un caractère minoritaire ou égalitaire. Donc, SARL, bien retenir. Donc, plus de 50% du capital avec mon conjoint et mes enfants mineurs. Donc, je suis majoritaire. Donc, je suis régime des indépendants. Moins de 50% ou au plus 50%. Et donc, je pourrais avoir la qualité donc, de salarié par le biais d'un bulletin de paie. Et par contre, pour la SAS et on avait laissé ici la société anonyme qu'on n'a pas évoquée parce que c'est une structure très particulière, donc qui est pour lequel on a assez peu recours en création d'entreprise et ben, SAS et SASU, hein, donc on va être sur un régime de salariés parce que dans ce cadre-là, donc c'est, le droit qui impose cette modalité. C'est pas cette notion donc de volume donc de capital détenu qui va déterminer quel est nos statuts juridiques en matière sociale. Donc automatiquement, on va être sur le régime salarié. Alors, vous avez vu, on a évoqué succinctement quels sont le régime social et fiscal donc en fonction des différents statuts. Et demain, on va y revenir très en détail, c'est-à-dire que en fonction donc du régime social et fiscal, on verra quels sont les droits qui sont associés. Parce qu'on ne pouvait pas effectivement dans un atelier un webinaire d'une heure, vous éventuellement parler aussi des statuts sociaux qui doivent aussi faire l'objet d'une intervention d'un professionnel de l'assurance, hein, qui va donc évoquer quelles sont les modalités de protection sociale complémentaire il faut absolument prendre en compte dans la création d'une entreprise. Parce qu'il ne s'agit pas non plus donc de prendre les responsabilités que l'on a en créant une entreprise et de pas du tout y associer une protection particulière. Alors cette protection particulière, ben, on l'a vu aujourd'hui, c'est la protection du patrimoine, qui est quand même en premier lieu et en première partie l'élément essentiel, mais il ne faut pas oublier un élément très important qui est la protection sociale, donc de vous, chef d'entreprise, et aussi de votre conjoint qui sera associé à l'activité. Et donc de ce fait-là, demain dans l'atelier, on vous parlera de façon extrêmement détaillée de quelles sont les protections sociales associées donc au niveau du régime légal obligatoire avec les cotisations y afférentes et quels sont les régimes de protection sociale complémentaires que vous pourrez prendre en compte ou souscrire et qui seront à définir en fonction de votre situation familiale et bien entendu donc d'un élément quand même qui est fondamental et sur lequel on s'épanchera un peu plus demain, c'est ben, quelle est ma situation médicale personnelle? Parce qu'il va falloir qu'on pose certaines questions sur la situation médicale personnelle pour savoir quel est le choix du statut qu'il faut prendre en compte pour avoir le plus ou moins la protection qui est associée. Alors j'ai beaucoup parlé, hein, donc Yves, on va donc, aujourd'hui regarder donc si vous avez des questions et des points particuliers que vous pouvez donc, poser par le biais du chat et on va vous répondre dans, les temps qui nous restent impartis. À vous madame Pilon, y a-t-il des questions? Bah, écoutez, on va voir s'il y a des questions qui remontent. On va demander à Elodie.
Alors, pas de questions. En tout cas, merci pour votre présentation. Vous avez encore quelques minutes, hein, s'il y a Ouais, des questions qui arrivent. oui, Voilà, on n'est pas encore, on vous abandonne pas encore tout de suite. Alors, en tout ouais, cas, merci, Monsieur Noulès, pour le clin d'œil. Effectivement, la question sur le capital, elle est fréquente, hein. Et voilà, on a tendance un petit peu aujourd'hui à constater peut-être cette notion de capital un petit peu qui fait peur. Donc, merci de l'avoir traduite. Et c'est des choses qu'on reprendra quand on va parler des financements, hein. Donc, cette mm, différence entre ce que j'apporte en capital et ce que je vais apporter à ma société globalement en mettant de l'argent en compte courant, c'est une notion importante et de dédramatiser cette notion de blocage, hein, qui mm. parfois, effectivement, entraîne une sous-capitalisation, hein, de la création en société. Et j'aimerais aussi donc ajouter, pour si parfois il y a parmi nous des gens qui sont intéressés par la micro-entreprise. Donc, je vous renvoie sur l'atelier micro, hein, qui a eu lieu la semaine dernière. Mais en tout cas, vous êtes quand même des entrepreneurs individuels. Donc, certains propos de M. Noulès vous concernent ce matin en matière de responsabilité, en matière de statut social, en matière aussi d'impôt sur le revenu. Par contre, c'est sur les modes de calcul, hein, où il y a des choses différentes, puisque le micro-entrepreneur est un régime forfaitaire, mais ça, c'est des choses aussi qu'on abordera demain, hein, cette particularité sur les aspects sociaux du micro-entrepreneur. Tout à fait. En tout cas, merci pour ces précisions, merci pour les informations sur l'évolution, puisqu'effectivement, cette notion d'individuel à l'IS est intéressante, hein, dans certaines situations. Ça évite pour certains d'aller vers peut-être un choix de société qui est peut-être trop lourd. Donc, surtout, n'écartez pas, hein, voilà, il n'y a pas que des micro-entrepreneurs et des sociétés. L'entreprise individuelle classique, hein, existe bel et bien, avec la possibilité de mettre en place un bilan comptable et avec cette option entre impôt sur le revenu et impôt société qui peut être tout à fait pertinente, hein, dans certains cas. Donc, j'espère qu'on vous a ouvert, voilà, des pistes. En tout cas, ça vous a permis de vous approprier peut-être aussi du vocabulaire et puis d'avoir une meilleure appréhension, hein, de ces différents fonctionnements. En tout cas, je vous invite donc à nous rejoindre, hein, sur les ateliers de la semaine. Donc demain surtout, pour les personnes qui étaient là aujourd'hui, rejoignez-nous demain à 14 heures, hein, sur justement ces aspects sociaux et fiscaux de chaque mode, chaque statut juridique. Ensuite, évidemment, on va rentrer dans des choses très, très importantes pour se fixer des objectifs. Donc, vendredi, nous aborderons l'aspect prévisionnel d'activité, donc qui est important pour vous donner de la vision et des objectifs à atteindre. Et je dirais vous convaincre que votre activité est rentable, hein. Donc, rejoignez-nous donc vendredi 18 novembre à 11 heures. Donc, nous aurons donc demain donc la participation parallèlement à l'intervention de M. Noulès de la mutuelle Aesio. Et vendredi, nous aurons parmi nous donc deux partenaires bancaires, le Mm. Crédit Agricole et la Caisse d'épargne, qui apporteront leur regard justement sur ce qu'ils attendent, hein, donc comme argumentaire dans les prévisions financières. Alors ensuite, cette semaine, des ateliers en présentiel pour ceux que ça intéresserait. Donc, alors que vous soyez porteur de projet ou toute personne qui s'intéresse au monde de l'entrepreneuriat. Donc, demain, donc, mercredi, excusez-moi, mercredi 16 novembre à 10 heures en présentiel, la communauté de communes Somme Sud-Ouest donc vous parlera des opportunités de ce territoire. Donc, voilà, rejoignez-nous si vous êtes sur le territoire autour de Poix-de-Picardie. Mercredi 16 après-midi 14h30 au Quai de l'Innovation, un sujet donc proposé par Amiens Métropole sur justement tout ce qui est projet innovant, quelles solutions d'accompagnement. Donc on aura donc parmi nous donc Amiens Cluster, BPI, Hauts-de-France Innovation et Développement, et moi je vous parlerai également des outils que nous pouvons apporter aux projets innovants. Donc venez nous rejoindre au Quai de l'Innovation donc mercredi 16 novembre. Jeudi 17 à 9 heures, communauté de communes de l'Est de la Somme. Donc, nous serons sur Nesle, où vous aurez des témoignages de chefs d'entreprise. Donc, vous aurez la présence d'acteurs locaux, donc au sein de l'espace coworking, hein, donc de la Pépinière. Ensuite, dernier événement en présentiel. On en a encore deux, excusez-moi. Donc, jeudi 17 novembre à 9h30, cette fois sur Corbie. Donc, rencontre avec des partenaires bancaires et partenaires du financement. Donc, à 9h30, donc, salle des assemblées à Corbie, par la communauté de communes du Val de Somme.
Et vendredi 18 novembre à 14h30 au Pays du Coquelicot, donc sur Méholt. Donc, il y aura également des rencontres de jeunes créateurs et porteurs de projets. Donc, également, pour ceux qui sont sur le territoire du Pays du Coquelicot, vous êtes les bienvenus vendredi. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, en présentiel, inscrivez-vous quand même pour qu'on puisse vérifier les jauges en matière de participation. Et puis, pour les webinaires, ben, vous avez l'habitude. Donc, c'est complètement gratuit. Venez donc nous retrouver. C'est des moments qui sont à votre disposition pour construire votre projet, ne pas rester seul et créer dans de bonnes conditions et que votre entreprise soit la plus pérenne possible. Merci beaucoup, Monsieur Noulez. Donc, on se retrouve demain. Donc, pour l'atelier qui complète cet atelier sur les statuts juridiques. Donc, demain, 14 heures. Hein, donc, rendez-vous à tous demain, 14 heures, pour la continuité de cet atelier. Merci, à demain. À bientôt, Monsieur Noulez. Merci Au revoir. beaucoup. Je vous en prie. Merci, Claudie.